Alors nous poursuivons cette fois-ci la thématique de l'innovation, mais en allant maintenant au cœur même de notre système de santé, au plus près des soignants et des patients qui, on l'a déjà touché du doigt un petit peu ensemble, ont fait preuve d'agilité et d'adaptation. On va s'intéresser plus précisément à l'exemple de la cancérologie, un avant, un après Covid-19, point d'interrogation, avec nos deux éminents spécialistes. Je commence par le professeur Jean-Yves Blais. Vous êtes président d'Unicancer, la fédération des centres de lutte contre le cancer, qui regroupe 18 centres dans toute la France. C'est plus de 20 000 salariés et surtout la prise en charge de 540 000 patients chaque année. Professeur Pierre Hénault, vous êtes chercheur en cancérologie, auteur de plus de 450 publications internationales et d'ouvrages de référence sur le cancer. Et vous êtes président du directoire du Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, plus connu sous le nom de Clara. Alors, professeur Blais, je commence par m'adresser à vous. Comme on l'a dit déjà tout à l'heure, malheureusement, nous ne sommes pas encore dans l'après-Covid-19, mais bien pendant. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la prise en charge des patients atteints de cancer aujourd'hui ? Alors, c'est effectivement un sujet qui a beaucoup évolué sur l'année qui vient de s'écouler. On peut distinguer, je pense, plusieurs chapitres dans la prise en charge des patients atteints de cancer dans cette période très particulière. Peut-être le premier chapitre, évidemment, celui qui nous a immédiatement le plus inquiété, c'est celui de la gravité des infections par Covid chez les patients atteints de cancer en cours de traitement ou qui avaient été traités il y a quelques mois. Et très tôt, les publications ont démontré que c'était des patients particulièrement fragiles, considérés comme à haut risque, et d'ailleurs qui ont assez vite, plus récemment, bénéficié des procédures de vaccination un peu accélérées. Alors pour la prise en charge de ces patients, il y avait deux impératifs. D'une part, ne pas les exposer à des risques de contamination. Et le deuxième point, c'était évidemment s'assurer que les praticiens, les soignants qui les prenaient en charge pouvaient également être protégés. Donc des mesures très drastiques ont été prises dans tous les hôpitaux pour permettre de... j'aime pas trop le terme sanctuariser, mais quand même de permettre que les patients soient accueillis dans des conditions de sécurité qui leur permettaient de ne pas être exposés au Covid. Et globalement, ça a plutôt pas trop mal marché. Alors, on a les mêmes chiffres que partout dans le monde, de la Chine aux États-Unis, la mortalité est assez importante à cette pathologie chez nos patients, mais on a pu limiter, fort heureusement, le nombre de patients qui ont été infectés et ils sont désormais prioritaires pour la vaccination. Deuxième point qui est également particulier, c'est celui des retards de prise en charge. Ça a été évoqué à de multiples reprises. Le fait que les patients, sur le premier confinement, sur la première vague, ont eu du mal à avoir accès au système de santé ou ont eu peur d'avoir accès au système de santé pour les raisons qu'on venait d'indiquer, de risque de se contaminer, a entraîné un certain nombre de retards de prise en charge dont on connaît maintenant bien les chiffres. Sur l'année 2020, c'est environ, sur l'ensemble du territoire national, 6 à 7% de diagnostics en moins. Sur Unicancer, nous avons fait la mesure, les chiffres sont un peu moins importants, mais nous sommes ultra spécialisés en cancérologie, donc forcément les gens viennent plutôt nous voir. C'est différent probablement dans des structures très générales qui sont assez souvent requiert une prise en charge des patients atteints de Covid qui sont des urgences, évidemment. Et donc, ce retard de prise en charge est problématique. Il est vu dans tous les pays, au demeurant. C'est pas particulièrement la France, qui fait plutôt mieux, d'ailleurs, globalement, quand on regarde. Mais ce retard a des conséquences, parce que lorsqu'on diagnostique tardivement, évidemment, on risque de moins guérir et l'impact sur le long terme va devoir être mesuré. Il y a des calculs qui sont faits, qui sont inquiétants, mais tout le monde est sur le pont pour rattraper ces retards de prise en charge que l'on craint. Puis le dernier chapitre, c'est celui de la vaccination, mais qui est en cours et qui est un chapitre très dynamique actuellement. Par rapport aux chiffres, justement, des répercussions de ces retards de prise en charge, vous dites que des calculs sont en cours. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? Oui, les chiffres... Les premiers chiffres qui ont été sortis sont des chiffres britanniques, pour lesquels il y a une approche très radicale de la non-prise en charge. C'était un moment où ils étaient assez débordés. Ils estimaient que les excès de décès dans les années à venir pourraient monter jusqu'à 30 000 décès en excès, ce qui est évidemment très considérable.
les chiffres français qui sont des extrapolations, je crois vraiment qu'il faut les manier avec beaucoup de prudence, font sur les 6 premiers mois de l'année 2020, dans les calculs qu'on avait fait sur les retards vus au sein des établissements du cancer, permettrait de considérer que c'est probablement 6000 patients sur les années à venir qui risqueraient de décéder en excès du fait de ces retards de prise en charge. Je crois que tout ça, c'est des estimations et que les années à venir seront importantes pour le mesurer, effectivement. Mais il y aura indiscutablement un impact. Tout le monde, les cancers qui ont besoin de technologies un peu particulières pour être diagnostiqués, typiquement les cancers du sein ont eu un peu de retard du fait de difficultés d'accès aux mammographies de dépistage, très vraisemblablement. Et puis également les cancers des tubes digestifs, où parfois les coloscopies, les gastroscopies n'étaient pas faciles à réaliser. Mais en réalité, c'est un peu plus dans ces cancers-là, mais c'est pour tous les cancers. Professeur Pierre Hénault, je vous laisse également réagir sur l'impact sanitaire de la crise du Covid-19 sur le dépistage. Il n'y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit, je crois qu'il doit fonctionner tout seul sur le dépistage et sur les patients atteints de cancer. Je pense que Jean-Yves a évidemment une connaissance et une vision de la situation par leur pratique médicale. Moi, la mienne est un petit peu plus distante, elle est plutôt celle dans un contexte plus épidémiologique. Alors c'est bien évident qu'on a vu le retard au diagnostic, un retard important sur les programmes de dépistage, en particulier au premier confinement. Et ce qui est quand même impressionnant dans les chiffres, là peut-être que Jean-Yves pourra compléter parce que mon information elle remonte peut-être déjà il y a quelques semaines, c'est que la compensation dans le retour au dépistage et au diagnostic des patients qu'on a perdus dans le premier confinement, on ne la voit pas vraiment. On revient au niveau, mais on devrait s'attendre en toute logique parce que les personnes qui n'ont pas été dépistées et diagnostiquées réapparaissent comme un deuxième pic de diagnostic au-dessus des nombres attendus, je dirais dans la deuxième partie de l'année 2020. Et on ne les a pas vus. Donc ça va tout va être décalé alors, voilà. En fait. Donc là, il y a deux faits. Je pense qu'il y a en particulier pour probablement les personnes qui ont vraiment été le plus affectées, je dirais, pendant les mois mars à juin, juillet de l'année 2020. Il y a probablement une fenêtre là où on va voir probablement, peut-être que vous les voyez déjà, des patients avec probablement des cancers plus sévères qui apparaîtront diagnostiqués avec un retard. Et à l'échelle, je dirais, à l'échelle nationale et internationale, ça représente probablement des nombres de patients importants. Il y a divers modèles qui essayent de chiffrer l'impact en termes de mortalité que cela peut avoir sur le long terme. Je pense que c'est encore très, très aléatoire de faire ces prédictions, mais il y a vraiment un impact, je pense, absolument réel. L'autre aspect, moi, qui me frappe, et là aussi je rebondis par rapport à ce que probablement Jean-Yves peut dire, c'est que je trouve que, en tout cas vu de l'extérieur, moi qui regarde les pratiques et le fonctionnement de l'hôpital en tant que chercheur impliqué dans la recherche translationnelle, qui voit comment l'hôpital s'est adapté, comment l'hôpital fonctionne, il y a eu des efforts, je trouve, très intéressants pour repenser les pratiques, repenser les protocoles thérapeutiques, pour essayer de cibler sur ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, comment on pouvait, entre guillemets, downscaler certains protocoles, les adapter, etc. Donc là, c'est de l'innovation, alors. Là, je trouve qu'il y a de l'innovation. C'est ça qui est intéressant. C'est que je pense que on parlait, nos prédécesseurs ici ont beaucoup utilisé le mot agilité. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'agilité dans la façon de s'adapter pour pouvoir continuer à offrir les protocoles dans les meilleures conditions possibles aux patients, malgré des conditions difficiles, avec une certaine réflexion sur qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est moins urgent, comment est-ce qu'on l'organise, quel est l'environnement aussi dans lequel il faut que ça se passe, de quoi le patient a besoin pour que son traitement puisse être délivré au mieux dans les meilleures circonstances, etc. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de leçons apprises et beaucoup d'améliorations de procédures probablement qui vont, elles, impacter positivement du coup. Alors on va y revenir sur ces leçons tirées. Vous m'aviez parlé aussi d'un programme d'évaluation des patients qui était justement financé actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Voilà. Alors là, je dirais, si on se passe plus du point de vue de la cancérologie, alors premièrement, je dirais certainement, on a besoin d'évaluer, d'essayer de comprendre, d'essayer d'évaluer la situation, à la fois du point de vue des impacts numériques dont je parlais, et aussi du point de vue de comment la situation a été vécue par les patients et par les personnels qui sont impliqués. Et donc, pour soutenir cela, le Cancéropôle Clara a lancé cette année-ci un programme qui s'appelle IMCOCA, qui est soutenu par la métropole de Lyon, en fait, qui est un programme financé à peu près à 300 000 € par la métropole de Lyon, et qui vise à permettre aux équipes médicales, à la fois au Centre Léon Bérard et aux HCL, d'apporter leur expertise et de mutualiser leur expertise pour évaluer justement ces impacts. Donc c'est
un programme assez, je pense, assez ambitieux et qui devrait donner des informations à la fois quantitatives et qualitatives sur la façon dont ces impacts-là ont été, je dirais, digérés par le système hospitalier. Avant de passer donc aux leçons que l'on tire, je voudrais encore qu'on continue sur l'état des lieux et des effets de la pandémie aujourd'hui. Le CLARA, c'est plus de 15 ans d'innovation au service de la lutte contre le cancer, les innovations biomédicales, l'innovation technologique, prévention, innovation sociale. Est-ce que la pandémie, elle menace les progrès qui ont été faits justement ces dernières années dans la lutte contre le cancer? Est-ce qu'il y a eu également des effets, des retards sur les recherches cliniques? Est-ce que tout ça, vous pouvez nous dresser un tableau? Alors, de nouveau, je pense qu'il y a eu des retards très importants, très conséquents dans la première partie de l'année 2020. Pendant la phase du premier confinement qui était très très perturbant. Et ce retard sur la recherche s'est surtout traduit sur la recherche clinique, d'ailleurs, avec un déficit d'inclusion des patients dans des protocoles, je dirais, innovants, et sur la recherche plus translationnelle par des retards importants, par exemple sur le développement de modèles précliniques. On a eu beaucoup de pertes sur le développement de modèles précliniques utilisant des modèles animaux, etc. Ça, je dirais, c'est un gap dans le temps qui est tout à fait, je dirais, impactant, mais qui est progressivement récupéré. Et il faut se dire que, d'ailleurs, que les agences de financement de la recherche ont fait un effort assez considérable pour permettre de ces rattrapages de se faire. Okay. Un autre type de retard que nous voyons maintenant, il est plus de l'ordre humain. Nos communautés fonctionnent énormément sur le relationnel et sur l'échange d'informations, la circulation des idées, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau international. Je dirais le fait de ne pas avoir la même dynamique de séminaires en présence, de congrès internationaux, de pouvoir envoyer nos étudiants circuler dans toutes ces sphères-là, a réellement aussi un impact. Et particulièrement pour tous nos jeunes chercheurs en formation, le fait de ne pas pouvoir partir en post-doctorat facilement, le fait moins facilement qu'avant, le fait de ne pas pouvoir participer à des meetings internationaux au moment où ils terminent leur thèse, etc., est certainement pénalisant aussi pour toute cette circulation et cette dynamique d'idées à un moment de leur carrière qui est vraiment très très important. Professeur Blais, vous partagez aussi ce constat sur le retard justement au-delà de la prise en charge des patients, sur de la recherche? Oui, je pense que la recherche clinique a pâti de cette première période du Covid avec un ralentissement de tout à l'hôpital, notamment des programmes de recherche clinique. Et pourtant, quand on regarde numériquement, en tout cas sur les établissements Unicancer, en fait, il y a eu un impact, mais moins important que ce qu'on aurait pu estimer. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison est assez évidente, c'est qu'en parallèle, on a activé beaucoup de protocoles dédiés aux patients atteints de cancer et infectés par Covid, ou chez qui on tentait de prévenir. Les protocoles de recherche dédiés à la situation que nous étions en train de vivre et qui se sont activés très rapidement grâce au soutien des pouvoirs publics qui ont accéléré leur processus d'une manière absolument inédite. On parlait des changements procurés par le Covid, ça va être probablement un des changements, a permis de compenser. Pour faire court, on faisait moins de recherche traditionnelle, un peu plus de recherche dédiée à l'actualité brûlante du moment. Donc ça a pu être compensé. Mais oui, c'est indiscutable. Ce que dit Pierre est absolument exact. La recherche, c'est de la rencontre, c'est tout un processus d'échange qui n'a pas pu se tenir. Et si la recherche clinique a pu être compensée de ce point de vue-là, je crois que la recherche préclinique, la recherche fondamentale a certainement pâti de cette période. Alors c'est un gros paquebot qui met du temps à la fois à ralentir et à réaccélérer, mais il a indiscutablement ralenti. Donc là, c'est le diagnostic que l'on peut poser justement de l'état des lieux de la recherche et de la prise en charge des patients atteints de cancer. Maintenant, qu'est-ce que ça a pu bousculer justement dans l'organisation, dans le parcours de soins des patients? Qu'est-ce que vous avez appris et en positif aussi? Alors il y a du positif, parce qu'il faut toujours trouver du positif dans des situations compliquées. Je cite souvent ce chiffre, mais il me stupéfie chaque fois. C'est 8 semaines avant le début du premier confinement sur le centre Léon Bérard, on avait fait 25 téléconsultations. Dans les 8 semaines qui ont suivi le J1 du premier confinement, nous avions fait 5584 téléconsultations. Donc c'est une vague on a transformé les choses. Et ça, c'est une transformation qui est durable. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour accélérer l'ensemble de la prise en charge et de la
la qualifier et la rendre la plus efficace possible, qui peut utiliser la téléconsultation. Et une des choses... Alors, est-ce que ces téléconsultations, dans ces cas-là, dans le cas de suivi de patients atteints de cancer, ça reste des consultations qualitatives? On est quand même sur quelque chose qui n'est pas une sous-consultation ou un... C'est vraiment la bonne question, parce qu'en fait, j'ai des choses que l'on peut faire en téléconsultation, mais en même temps, ce que ça nous a appris, et là c'est quelque chose qui est peut-être paradoxal dans la manière de l'énoncer, c'est l'importance de l'examen clinique. C'est-à-dire que je crois que la téléconsultation permet de résoudre beaucoup de problèmes qui peuvent se traiter à distance et qui évitent des grands déplacements et que l'on peut résoudre, et y compris au-delà de nos frontières. Ça, on s'en est rendu compte. Hier, à ma consultation hebdomadaire, j'ai vu des patients qui étaient de l'autre côté de frontières européennes en téléconsultation, et on ne le faisait pas avant, tout simplement. C'est devenu possible grâce à la téléconsultation. Et c'était aussi les préserver d'un risque, finalement, que de celui de venir dans un centre hospitalier avec la possibilité de contracter, justement, le virus dans un centre hospitalier. Oui, mais pour le coup, c'est devenu facile de le faire et d'avoir accès à des spécialistes de l'autre côté des frontières sur des pathologies un peu spécifiques ou sur des programmes de recherche clinique dont on parlait. Donc ça, c'est très transformant. Mais en même temps, je le redis, et au risque d'être paradoxal, ça montre également l'importance de l'examen clinique pour un certain nombre de situations. Donc, téléconsultation, les moyens électroniques, ça accélère les processus. On peut avoir des diagnostics rapides, voire mettre les patients sur les bons rails très vite, ça c'est très bien, et les suivre de manière adaptée. Mais il y a un moment où il va falloir qu'ils soient sur place. Ça ne remplace pas tout. Quelles sont les autres solutions que vous avez pu trouver justement dans des protocoles de soins? Est-ce que vous avez dû bousculer des protocoles de soins, faire passer des choses essentielles ou faire un distinguo peut-être un peu plus précis entre l'essentiel et le non essentiel pour éviter justement la présence des patients au sein des structures? Oui, pour reprendre un petit peu ce que disait Pierre, on a en tentant d'éviter aux patients de venir dans nos établissements, on s'est dit, c'est quoi ce qui est vital? Ce qui est évidemment vital, c'est la stratégie thérapeutique curative, où on fait prendre des risques aux patients en prenant du retard. Et donc, ça nous interroge sur nos pratiques, en disant, ça, on ne peut pas le rater, donc on le fait. On ne peut pas le faire techniquement, on le remplace par quoi? Regardons la littérature, c'est ça qu'on fait en numéro 2 si on ne peut pas le faire. Donc cette approche-là nous a permis de prioriser un certain nombre de choses. Donc ça, c'est assez transformant, et on a créé des réunions de concertation pluridisciplinaires qui se tenaient au besoin, c'est-à-dire parfois de manière quotidienne, disant pour ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire puisque je ne peux pas faire la stratégie qu'on aurait fait normalement. Donc ça bouscule alors? Ça bouscule pas mal, et en même temps, l'autre gros pan, c'est l'ouverture de l'hospitalisation à domicile et les soins des patients à domicile, que ce soit pour des chimiothérapies par perfusion ou pour des traitements PEROS. Ça, c'est le gros changement, et on a vu là aussi une montée pas aussi spectaculaire que celle des téléconsultations, mais assez spectaculaire de cette activité. Alors j'avais noté deux types d'innovations, deux types de protocoles qui ont été bousculés. Par exemple, le groupe hospitalier du Havre qui s'est mis en collaboration avec 2 structures privées pour des activités particulièrement carcinologiques. Et les chirurgiens et les infirmières bloc se sont déplacés auprès des patients dans l'établissement privé. Oui, mais ça, belle collaboration à noter quand même. Ça, c'est une très belle collaboration. Et c'est des choses qu'on a faites sur Lyon très vite, en fait. On s'est rendu compte, lorsqu'un établissement ne peut pas accueillir un patient et qu'il y a une perte de chance de ne pas le faire tout de suite, et qu'on a la possibilité de libérer des places pour les accueillir, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on continue à faire d'ailleurs aujourd'hui. Évidemment, c'est pas notre activité majoritaire, mais pour autant, cette idée d'ouvrir les portes des établissements et de partager des moyens lorsque c'est possible et au service du patient, ça c'est très transformant. Et je rejoins ce qui a été fait au niveau du Havre. Je ne connaissais pas cette expérience, mais ça se passe, je dirais, pratiquement quotidiennement sur Lyon. Sur Lyon, d'accord. Et j'avais une autre innovation, c'était une innovation numérique, c'est l'adaptation d'un logiciel pour pouvoir suivre les patients déprogrammés, comme une sorte de salle virtuelle, des prog Covid, l'ont-ils appelé, de façon à les mettre dans cette salle d'attente et puis pouvoir ne pas les laisser repartir hors du circuit de soins, en fait. Oui, je pense que ça fait partie des innovations. Alors, chaque établissement s'est adapté en fonction de ses moyens, de ses besoins. Les contraintes n'étaient pas, encore une fois, n'étaient pas les mêmes entre les différentes typologies d'établissements. Mais ça fait partie de solutions tout à fait logiques et innovantes, qui vont probablement être utilisées dans le futur. Qui vont être pérennisées. On en parlait tout à l'heure, la pérennisation des innovations. Professeur Pierre Hénault, quelles sont les autres leçons que l'on peut justement apprendre de cette expérience à long terme ou à moyen terme?
Oui, il y a beaucoup de leçons à tirer, mais je pense qu'une première pour rester, je dirais, pour prendre du côté de la recherche, la question que vous avez posée à Jean-Yves, c'est comment est-ce que ça impacte sur nos pratiques de la recherche. Alors, on a entendu nos collègues là, de Jensen et de Boehringer parler de l'impact sur l'organisation du travail, du télétravail. C'est de fait la même chose au niveau de la recherche, je dirais, fondamentale académique. Il y a un autre impact, moi, qui me semble tout à fait majeur, extrêmement intéressant, c'est que ça a accéléré un mouvement qui est en cours depuis quelques années, et qui est la transformation de la biologie de recherche, je dirais, vers une science numérique qui utilise des données massives. Dès le printemps dernier, dans mon centre de recherche, et je pense que la plupart des collègues ont fait la même chose, il y a eu cette période un petit peu de jachère avec l'arrêt d'un certain nombre de programmes de recherche. Nous avons organisé des formations générales à l'utilisation des outils numériques, des outils statistiques. Le Cancéropole Clara a soutenu une école d'été en oncologie numérique qui s'est déroulée l'été dernier. Et l'impact est clair et sensible dans la mesure où nos chercheurs, nos étudiants ont acquis des pratiques et des capacités de manipuler des données qui, je dirais, il y a encore un an, n'étaient faites que par les ingénieurs statisticiens sur les plateformes de bioinformatique. Donc il y a un changement culturel qui est accéléré. Ça, je pense que c'est extrêmement positif. C'est une transformation majeure de la science, de la biologie qui était en cours depuis des années. Et je pense qu'on a un effet accélérateur qui est très, très net. Et on le voit déjà sortir maintenant dans les travaux que les chercheurs font, déjà dans les publications maintenant. On voit l'importance des parties qui sont faites par l'utilisation des données massives, beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a un an ou deux, par exemple. Donc ça me semble être une premier impact. Au-delà de cela, moi, ce qui me frappe très fort, de nouveau, c'est, je dirais, quand je vais acheter mes fromages sur le marché ou quand je vais chez mon coiffeur, j'entends parler d'ARN, j'entends parler de PCR, j'entends parler de mutants, de virus, etc. Ce sont des sujets qui étaient absolument hors du champ de la conversation sociétale, je dirais, il y a encore un an. Et je trouve absolument formidable la façon dont l'enjeu de santé, y compris certains aspects techniques des enjeux de santé, la connaissance de la science, la connaissance de la biologie, a été accélérée par ce processus-là. Et moi, j'y vois de fait quelque chose d'extrêmement vertueux, en tout cas pour nous chercheurs, je dirais qu'ils ont des PCR depuis 30 ans. Personne n'a jamais compris, en dehors de notre cercle, ce qu'était une PCR. Maintenant, tout le monde en parle. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça qu'il y a une diffusion culturelle qui est vraiment porteuse d'avenir, en fait, aussi pour la compréhension que les personnes peuvent avoir de ce qui se passe en recherche, de ce qui se passe en sciences, de comment ça fonctionne, du temps de la recherche par rapport au temps de la clinique, etc. Donc là, je pense que ce choc culturel-là aussi, c'est un vrai progrès. Vous me parliez aussi, comme autre leçon, vous parliez justement du fait que les citoyens aujourd'hui s'accaparent un petit peu la science, de la participation citoyenne, justement aujourd'hui, et de l'importance de l'expertise patient, et qui a pris encore une place plus importante aujourd'hui au cours de cette crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Au-delà je dirais, de ce choc culturel, si on veut dire, qui est en train de se faire. L'autre fait marquant quand même, c'est que, il me semble que c'est peut-être une première historique, une question de santé est devenue la priorité absolue dans le fonctionnement de nos sociétés. Au-delà des problèmes économiques, des relations politiques entre les États, etc., même si évidemment tout ça, je dirais, c'est un vaste écosystème, notre monde s'est réorganisé autour de priorités qui sont des priorités de santé. Ça, je pense que c'est déjà pour moi, c'est un changement qui a une valeur historique par rapport à la prise en charge d'une problématique comme celle du cancer. Le cancer, c'est quand même une maladie qui s'inscrit complètement dans notre écosystème sociétal. On le voit bien quand on compare les tendances de cancer à travers le monde, à quel point les incidences de cancer sont reliées à la façon dont les sociétés sont organisées, au-delà des expositions environnementales. C'est beaucoup plus complexe que juste connaître si tel facteur d'exposition est plus fréquent dans tel ou tel autre pays. Mais donc, ces maladies écosystémiques ne pourront être prises en charge que par une vision sociétale, globale, de la façon dont on s'organise pour la prévention, l'éducation, l'accès aux soins, la réduction des inégalités et évidemment la meilleure offre de traitement à travers l'innovation, parce qu'une grande partie des traitements de ces maladies passe par l'innovation, évidemment, l'innovation thérapeutique. Et donc tout ce concept-là,
je trouve, ce qui est en train de se passer, ce changement sociétal est porteur de ce concept-là. Maintenant, on voit aussi très très bien la réaction, comment ça se passe dans notre société face à la crise du Covid. Rien ne peut se faire sans la vraie participation des citoyens et sans l'adhésion des citoyens aux changements qui sont nécessaires et aux modifications, évidemment, on les vit de façon aiguë maintenant, mais je dirais aux modifications sociétales qui sont nécessaires pour aller vers des sociétés où ce type de maladie est moins fréquente. Et donc pour ça, et pour accompagner cela, c'est évidemment une réflexion qui est en cours depuis longtemps, mais qui est accélérée par ce processus. Mais le Cancéropole, cette année-ci, a lancé un appel d'offres pour des projets sur l'expertise patient. OncoStarter, hein, OncoStarter, donc c'est un de nos appels d'offres qui permettent de, comme son nom l'indique, c'est un starter, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre une somme relativement limitée, hein, c'est 40 000 € pendant 1 an, qui permettent d'impulser des projets sur des thématiques nouvelles de prise de risque en fait. Et donc là, on a identifié ce champ, expérience patient, avec 2 dimensions. L'idée de ce champ-là, c'est de faire entrer des patients comme experts de l'innovation, en tout cas leur donner l'occasion d'être... C'est ça la condition de participation à cet appel d'offres, c'est que dans la réponse à l'appel d'offres, ce ne soit pas simplement le patient comme sujet, mais surtout le patient comme acteur de la recherche et comme promoteur de l'innovation, soit en amenant son expérience du parcours, sa connaissance interne du parcours, soit en se mettant en position d'expert capable de donner des messages par rapport aux gens qui font de l'innovation et de co-construire avec eux de nouvelles stratégies, de nouvelles innovations, que ce soit dans le domaine des dispositifs ou dans des domaines des process de sciences humaines et sociales, etc. Et ça, c'est un apprentissage de la crise où ça a accéléré cette façon de ne plus vouloir forcément faire du top-down? Notre réflexion était en amont. Hein. Un appel d'offres comme ça, nous le préparons maintenant depuis à peu près 18 mois. Oui. Mais ce qui nous a, je dirais, le gros accélérateur au moment de la crise, c'est de se rendre compte que il y avait une vraie sensibilité, une vraie volonté de travailler de la part des patients maintenant, et donc de constituer en amont de l'appel d'offres l'année dernière un groupe de travail avec des associations, avec des patients qui a co-construit l'appel d'offres, donc le terme même de l'appel d'offres, et qui participe à l'évaluation des projets. C'est en cours actuellement. Les résultats seront connus là pour le mois de juin. Est-ce que vous avez des exemples de projets accessibles à nous, à 1 ou 2 exemples à nous citer? Oui, c'est un peu difficile de donner, je n'ai pas moi une vision complète de tous les projets qui sont en évaluation pour le moment, mais la plupart des projets portent sur des questions de parcours de patients et de sciences humaines et sociales. Certains projets portent sur le développement de devices ou d'applications, d'objets connectés. Et en fait, très peu des projets dans le cadre d'un appel d'offres comme ça portent sur des questions, je dirais, de plus de biologie. On s'attendait à ce qu'il y ait peut-être des questions sur des biomarqueurs ou de la biologie. On en a eu très peu. On est surtout dans le champ des applications... Des applications connectées et je dirais des pratiques et des parcours. Professeur Blais, c'est quelque chose aussi que vous avez constaté, vous, cette importance d'impliquer le patient encore plus dans son parcours de soins. Quel constat en avez-vous fait? Oui, je pense que cette période aura été vraiment l'occasion de révolution. On a mis au premier plan des questions scientifiques et en même temps, il y a un certain nombre de points assez saillants qui sont apparus, je crois. On l'a vu par exemple sur le risque de toxicité de certains vaccins et de phlébite qui ont été absolument présentés de manière surreprésentée, on dirait, en oubliant de présenter les avantages. Et c'est un processus qui est très classique en psychologie. Il y a même eu un prix Nobel sur cette exacte question, de dire que nous faisions de mauvais choix parce que nous avions trop d'attention aux phénomènes ultra rares. C'était un prix Nobel d'économie qui était obtenu par un psychologue. C'est exactement ce que l'on voit là. Et le résultat net de ça, c'est la défiance d'un certain nombre de patients vis-à-vis de la vaccination qui peut avoir des conséquences tragiques hein, si on n'y prend pas garde. Il faut se rappeler que notre société doit intégrer la science, et donc la science compréhensible, ce qui est fondamentalement la science, qui est une culture du doute et d'une remise en question, mais également avec un certain nombre de certitudes sur lesquelles on doit démontrer la réalité de cette certitude. Bref, on a une société qui a besoin que... le patient soit exposé à cette science. Et je crois que c'était une des leçons que l'on a du Covid. Nous devons mettre plus de science dans l'éducation de tout le monde, à commencer par nous, et puis de tous les patients, parce que c'est comme ça que les décisions adéquates peuvent être prises. Une autre leçon qu'on peut tirer aussi, c'est de voir à quel point
toutes les pathologies, finalement, elles se tiennent, que l'on soit sur de la pathologie infectieuse, de la cancérologie, des maladies chroniques. On n'a jamais autant entendu parler de comorbidité, ce terme-là. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, finalement? Qu'est-ce qu'on... Je pense que c'est une approche holistique qui est en train de se mettre en place depuis longtemps en cancérologie. La cancérologie, c'est de la médecine générale sur un sujet très particulier, et qui va d'ailleurs de la recherche fondamentale jusqu'à des questions de sciences humaines et sociales, pour reprendre ce que disait Pierre il y a quelques instants. Effectivement, on est dans une approche où on voit que tout est en interaction. On ne peut pas ne pas tenir compte de l'environnement. Je crois qu'aussi quelque chose que l'on a appris, on parlait des mutants, et ce que c'est qu'un mutant, qui est désormais familier dans beaucoup de la population, va probablement avoir un impact sur la compréhension de ce que c'est notre patrimoine génétique et dans quelle mesure ça influence notre risque de faire telle ou telle maladie. Donc ça, c'est des questions qui sont très profondes, des questions sociétales, dans lesquelles encore la pénétration de la science dans la culture générale de la population va être absolument cruciale. L'approche holistique, c'est le futur de la médecine, mais ça, chacun est d'accord. Un mot aussi, Pierre Hénault, sur cette approche holistique, cette interdépendance des pathologies, et en quoi ça peut guider justement aussi la prise en charge des cancers à l'avenir? Alors, si on prend le point de vue des cancers, je pense que ce qui se passe là contribue certainement à accélérer encore un décloisonnement qui est en cours depuis longtemps aussi. Je dirais, si on remontait une trentaine d'années, le cancer, c'est un peu un silo. C'est une maladie qui est perçue comme un ensemble de maladies qui est différente de toutes les autres. Et donc maintenant, on est beaucoup plus, et je pense que la crise ici accélère encore cette tendance-là, dans la perception que la maladie s'inscrit dans, je dirais, des trajectoires de santé en vie réelle. Et d'ailleurs, au Cancéropole, nous avions un axe qui était prévention des risques, je dirais cancer, prévention des risques. Et je dirais, on l'a récemment rebaptisé modulation des trajectoires de santé en vie réelle. C'est-à-dire la compréhension comprendre que l'émergence d'un cancer s'inscrit dans une trajectoire de santé qui commence déjà dès la vie fétale, en fait, dès avant la naissance, et puis au cours de l'enfance, au cours de l'adolescence, tout au cours de la vie, par un certain nombre de modes de vie, aussi de conditions sociétales, et évidemment les caractéristiques génétiques des individus, l'interaction de tous ces facteurs-là, créent une trajectoire, et au sein de cette trajectoire, des événements peuvent survenir, des événements, je dirais, qui relèvent de l'accidentologie moléculaire, si je puis dire, et qui, à un moment donné, vont déclencher un parcours qui va faire émerger un cancer. Et donc, comprendre la liaison entre l'émergence d'un cancer et tout l'ensemble des conditions de santé, métaboliques, inflammatoires, immunitaires, qui déterminent aussi les pathologies chroniques, est tout à fait critique. Donc ça, c'est prendre en compte des données de santé chez les patients, voilà, du plus jeune âge, en fait, si possible. Et avec un continuum dans le temps. Et d'ailleurs, pour continuer dans les réflexions sur les appels d'offres que nous lançons, nous sommes en réflexion maintenant sur le fait de positionner un projet qui soit vraiment centré sur les facteurs qui influencent au cours de la vie précoce, au cours de la petite enfance. Et donc c'est aussi des sujets sur lesquels nos collectivités sont très mobilisées, puisque ça fait partie de leur portefeuille de compétences. Nous essayons de construire, avec la communauté de recherche ici, qui est quand même extrêmement large et dynamique, un projet de recherche qui adresse de façon plus spécifique cette question-là. Est-ce qu'il y a pu avoir également des avancées? Là, on a plutôt parlé d'avancées peut-être organisationnelles dans les protocoles de soins. Est-ce que cette crise sanitaire a été l'occasion aussi d'avancées thérapeutiques, strictement sur le plan médical, de certaines molécules, de leur usage ou, Alors, moi je dirais, de ce point de vue-là, je pense qu'on est encore assez tôt dans le processus. Mais il y a eu, je dirais, à l'intérieur des laboratoires, il y a eu un effort extrêmement important de repositionner, pour essayer de repositionner des molécules qui existaient déjà. Donc, par exemple, un certain nombre de molécules utilisées en cancérogenèse, on s'est posé la question de savoir si elles pouvaient, en traitement des cancers, si elles pouvaient avoir une utilité ou une efficacité pour le traitement de certaines phases de la Covid. Et en fait, je dirais, il est encore beaucoup trop tôt. Le temps de la recherche est tel qu'il est encore beaucoup trop tôt pour que l'on puisse vraiment explorer ce genre d'effets. C'est d'ailleurs pas du tout étonnant qu'en termes d'innovation, le fait qu'on ait pu aboutir avec des vaccins, non certains des vaccins totalement innovants, en une période d'1 an, c'était absolument remarquable, hein, sur le plan, je dirais,
recherche industrielle et déploiement, c'est absolument remarquable. Mais ce n'est pas du tout étonnant que nous soyons arrivés plus vite avec ce type de solution qu'avec des solutions thérapeutiques innovantes, parce que le temps de développement d'une solution thérapeutique innovante, ce sera à une échelle de 5 à 6 ans. Je pense que ce serait très très difficile de faire aboutir quelque chose avant ça. Où je vois des réservoirs de connaissances, enfin des champs de connaissances qui sont vraiment en train d'évoluer sur l'interface entre la Covid et le cancer, c'est sur toute la compréhension des orages immunitaires et cytokiniques qui accompagnent cette phase aiguë de la Covid. Donc c'est quoi le processus inflammatoire pour les mécanismes immunitaires et inflammatoires qui peuvent être activés ou inactivés dans certaines formes de cancer et dans certaines formes de réponse à des immunothérapies. Là, il y a tout un champ de recouvrement de connaissances qui est vraiment très, très intéressant. Je pense qu'effectivement, le repositionnement a été un des enjeux de l'année qui vient de s'écouler, avec des résultats qui ne sont à la fois encore en train d'être accumulés et qui ne sont pas encore transformants, parce que le temps de la recherche, le temps de la recherche et de la recherche clinique, c'est un temps long. On sait quand même un certain nombre de choses, hein. Effectivement, l'orage immunitaire, comment le modérer avec un certain nombre d'anticorps. On a développé également on parlait de thérapeutiques innovantes, mais des thérapeutiques et des couples d'anticorps antivirus qui sont intéressants pour les formes graves. C'est des choses qui étaient un peu inimaginable encore, il y a quand même un an, donc c'est vraiment un moment de l'innovation, mais il faudra beaucoup plus d'années pour voir dans quelle mesure ça s'intègre en profondeur. Ça s'est déjà intégré, mais de manière plus expérimentale qu'en profondeur dans notre pratique. Ça sera transformant, mais on est encore en train de découvrir, on continue à découvrir quotidiennement un certain nombre de choses qui nous font changer nos concepts. C'est vraiment une situation où la science évolue à une vitesse qui est absolument inédite sur ces sujets. Alors on arrive à la fin de cette table ronde. Professeur Pierre Hénault, je crois que vous vouliez terminer par un mot justement sur le système de santé aujourd'hui et sur le fait qu'il avait été là quand même, que le système de santé, on peut se féliciter de l'organisation du système de santé en France et de la façon dont les patients ont pu être pris en charge au cours de cette crise. Le système de santé et la recherche, je trouve que c'est assez frappant. Donc le système de santé est, comme je dirais, beaucoup de composants de nos systèmes sociétaux, je dirais aussi traversés par de grandes souffrances. Je dirais avant la crise, avant la Covid, on avait quand même très fort la perception que ce système fragile, menacé, vivait à l'approche d'un grand tsunami de réformes sociétales, financières, etc., de changements de pratiques qui allaient peut-être le détruire complètement ou complètement obliger à le repenser. Et je trouve que dans une situation comme celle-ci, le système s'est avéré d'une résilience au-delà de ce que je pensais possible. Et cette résilience, elle s'est faite autour de l'adaptation des personnes. Je pense que c'est vraiment le facteur humain, la capacité à travailler ensemble, la capacité à s'adapter, ainsi que la réponse sociétale globale pour prendre en charge les impacts financiers, le coût lié à toutes ces situations. Et de ce point de vue-là, bon, la plupart des pays européens ont monté des réponses qui sont comparables, mais je pense que ce qui s'est passé en France est quand même assez exceptionnel. Et que cela démontre la résilience et la solidité d'un système, et ça démontre aussi l'importance de l'humain, de la formation, des pratiques managériales, de la capacité des gens à travailler ensemble, de la multidisciplinarité, etc. C'est ça les éléments de force qui permettent dans des circonstances comme ceci au système de montrer cette résilience. Professeur Blais, pour terminer, vous partagez l'avis du professeur Hénault. Oui, c'est un système qui a su faire face. C'est un système qui a accompagné une société pour lutter contre une situation absolument inédite. On a aussi vu ces fragilités, l'endroit où il allait falloir réparer. Il y a un épuisement des populations soignantes qui est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher. Il y a probablement des questions de ressources humaines sur lesquelles il va falloir se pencher. Et puis il y a un dernier point qui vraiment m'interroge, mais que je livre sans réponse. Quand on regarde la mortalité par million d'habitants et par an, du fait du Covid, sur les différents pays, aussi différents que sont les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, le Brésil, la France, la Belgique et les Pays-Bas, en fait, il y a assez peu de différence, alors que les systèmes sont extraordinairement différents. La différence n'est pas d'un facteur 10, elle n'est même pas d'un facteur 5, elle est d'un facteur de quelques dizaines de pourcents. Et je m'interroge vraiment comment c'est possible. Il y a quelque chose que l'on n'a pas complètement compris. En tout cas, ce que a permis notre système de santé, c'est un accueil équitable de tous. Et ça, c'est sans prix. Merci beaucoup messieurs d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous sur ce débat, sur cette thématique de la cancérologie, un avant, un après Covid-19.